Bruxelles frappée par un attentat terroriste, le Moyen-Orient qui s'embrase, la guerre en Ukraine qui se poursuit. Comment évoquer ces actualités brûlantes avec les jeunes? Comment passer de l'émotion à la réflexion? Quels sont les outils proposés, notamment aux enseignants? Eh bien, on va voir cela avec des professionnels. Bienvenue sur le plateau de Versus. J'accueille notamment Pascale Prignon. Bonjour, vous êtes directrice adjointe au CEGEC, l'enseignement catholique pour le secondaire. On verra avec vous ce qui est possible dans les écoles, notamment de votre réseau. Carla Gillespie, bonjour, vous travaillez pour la SBL Agile. Vous allez dans les écoles et vous développez avec les jeunes et les enseignants l'esprit critique auprès de notre jeunesse. Catherine Soudon, bonjour, vous travaillez au CESEM, le Conseil pour Conseil supérieur pour l'éducation aux médias. Vous développez des outils et on verra lesquels. Laurent Deutsch, bonjour, vous travaillez pour Amnesty International et vous travaillez aussi sur un outil concret et vous allez expliquer à ceux qui nous regardent aujourd'hui ce qui est faisable, à eux de décider ou non de s'en saisir. Nous avions fixé cette émission dans le cadre de la semaine pour l'éducation aux médias. L'actualité est brûlante avec un attentat à Bruxelles. Pascale Prignon, c'est forcément quelque chose qui est évoqué en classe. Les enseignants n'ont pas pu donner cours tout à fait normalement. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un attentat dans une ville comme Bruxelles ? Alors, tout à fait, c'est un événement tout à fait imprévisible. Alors on peut comprendre que les élèves, en arrivant en classe, ils ont envie de faire part de leurs ressentis, ils ont des questionnements, ils sont curieux aussi de comprendre ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, on peut aussi se dire que l'enseignant se trouve dans une situation inconfortable pour diverses raisons. Ça peut être parce que le sujet ne le maîtrise pas, il n'y a pas de bagage suffisant. Puis aussi la situation où il se dit... Je ne peux pas créer des tensions. Est-ce que je vais devoir me positionner? Donc, on peut deviner que ce n'est pas toujours évident. Mais par contre, dans les contenus disciplinaires, on sait qu'il y a des savoir-faire du style aller rechercher une information, aller rechercher l'essentiel de l'accessoire, en tout cas le distinguer. Et là, un enseignant peut rebondir sur l'actualité ou en tout cas sur les premières informations reçues. Carla Gillespie, Madame a évoqué deux choses. Il y a la recherche, vérifier les faits quelque part, mais il y a aussi l'émotion. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut d'abord laisser sortir l'émotion ou bien on capitalise sur l'émotion pour faire réfléchir les jeunes. Je rappelle que c'est une des choses que vous faites, vous, avec votre association, une organisation de jeunesse, Agile en l'occurrence. Oui, de toute façon, quand un événement comme ça se passe, il y a forcément de l'émotion. Quelle que soit l'intensité, quelle que soit la manière dont on l'a vécu, il y a de l'émotion. Donc en fait, quand nous, on arrive et qu'on débarque dans une classe pour parler de ça avec les jeunes, première chose qu'on fait, c'est un tour de parole, voir comment ils vont. Et donc là, on a plusieurs émotions qui sortent. Et c'est à partir de ces émotions-là qu'on voit à quel point le travail va être plus ou moins intense avec eux. Voilà, quelqu'un qui arrive avec un sentiment de colère, en effet, on sait qu'on ne va pas commencer à arriver avec un savoir théorique, ça ne va pas fonctionner. Par contre, prendre le temps d'accueillir cette colère et de faire prendre conscience au groupe qu'il y en a une ici et qu'on doit prendre le temps de l'écouter, de la valoriser aussi pour ce qu'elle veut dire et après faire le travail ensemble dans le groupe avec eux pour essayer de réfléchir à ce que ces émotions racontent et ce que ça fait vivre en nous. Là, du coup, on peut véritablement aller vers un esprit critique. Mais l'émotion première, toujours. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont tellement sensibles, tellement explosifs qu'à un moment donné, on peut se dire légitimement que ce n'est pas forcément idéal de les aborder en classe. Qui estime que tous les sujets doivent pouvoir être abordés en classe? Je me tourne du côté droit de la table parce que vous n'avez pas encore eu la parole. Mais voilà, c'est une vraie question. On peut entendre des enseignants qui diraient à un moment donné, désolé, mais je ne vais pas prendre 3 heures de cours pour ça parce que ça va mal tourner. Catherine Soudon. On peut théoriquement évidemment parler de tout, c'est très important même de pouvoir le faire, mais peut-être pas tout le temps, peut-être pas, évidemment la possibilité n'est pas offerte à tout moment, à tout enseignant de pouvoir dire voilà, on s'assied, on pose les choses et on discute pendant 3/4 d'heure de quelque chose, alors que comme l'a dit Pascal, il y a un contenu à voir, il y a des choses à faire. Par contre, ce que l'enseignant peut faire et parfois est obligé à faire et parfois souhaite le faire, c'est saisir une question d'élève. Je pense à une question hier matin, par exemple, entendue dans une école primaire où on revient de la récréation et un élève dit à un autre « Oui, tu sais, le terroriste a été tué, la police l'a tué. Ah bon? Est-ce que la police pouvait le tuer? Oui, la police pouvait le tuer parce qu'il a tué des gens. »
Voilà, donc genre de phrase, l'enseignant peut ne pas l'avoir entendu. S'il l'a entendu, il peut décider de s'en saisir et dire d'accord, là on entend quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on réfléchit ensemble par rapport à cette question? Et donc le dispositif qu'on a mis en place avec Annoncer la couleur, aujourd'hui Enabel, Amnesty International et le CESEM, s'appelle Questions vives, et donc il vise justement à donner aux enseignants lors d'un événement grave et qui va toucher les émotions des jeunes et des élèves, que cet outil donc va permettre aux enseignants de se dire voilà, il y a un événement compliqué autour duquel on a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a d'abord des faits, justement. Quels sont les faits aujourd'hui à un moment T? Voilà, quels sont les faits? Et puis, comment va-t-on ouvrir des champs à partir de là pour réfléchir ensemble à la question? On a vu à l'écran les fiches de ces questions vives, elles peuvent se trouver sur Internet. On rappelle que c'est gratuit. Pascal Prignon, c'est des outils qui sont nécessaires dans l'enseignement. Aujourd'hui, les enseignants n'ont pas dans leur formation initiale toutes les clés pour parler de terrorisme, de conflits religieux. Ça fait quand même partie d'un bagage, on va dire, citoyen aussi. Si vous voulez, l'avantage aussi d'une question vive, parce qu'on l'a expérimenté au moment du Covid. Donc c'est vrai que le Covid, comme il y avait eu un certain temps, à un moment donné, on a imaginé une question vive dans laquelle on a fait intervenir les contenus disciplinaires de différents secteurs avec des savoir-faire propres aux disciplines, ou si vous voulez, en essayant de résoudre cette question vive, l'élève mettait, ou en tout cas développait des savoir-faire ou des compétences liées aux disciplines. Mais est-ce que les professeurs sont formés à la base à créer ces espaces de parole, oui ou non? Ça, c'est un choix de l'école. Oui, il y a un espace, on le prend... Non, mais dans la formation initiale des enseignants, est-ce qu'on apprend aux enseignants à parler de questions aussi sensibles que le terrorisme, les conflits religieux, les guerres en général? Dans la nouvelle réforme, un petit peu, mais bon, c'est pas clairement mentionné. Non, ça c'est vrai. On peut adapter certaines compétences demandées, mais ce n'est pas indiqué en toutes lettres. Donc, Laurent Deutsch, vous participez aussi au processus, on va l'appeler comme ça, Question vive, à cet outil qui est à destination des enseignants, qui peut d'ailleurs servir à d'autres aussi, pour des familles, pour des groupes de jeunes. C'est assez bien fait, on peut le dire. Je vois notamment sur le site que vous donnez des conseils très pratiques sur la façon de disposer. Genre, ça veut dire quoi? Le professeur devant, les élèves sur leur banc, c'est pas l'idéal pour ce genre d'échange-là non plus. Il faut, quand on a une discussion avec des jeunes, adapter l'organisation du groupe, entre guillemets? Oui, il faut s'assurer que simplement toutes les personnes puissent se sentir bien là dans le local avec les différentes personnes. C'est évidemment quelque chose qui doit se sentir au niveau de l'enseignant, il doit sentir le groupe, il doit voir si et dans quelle mesure il y a une demande qui s'adresse parce que précisément c'est quelque chose qui fait débat. J'ajouterais que l'émotion n'est pas nécessairement une émotion négative, ça peut être une émotion positive mais qui nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Imaginez que demain ou après-demain, les Diables Rouges soient champions du monde, c'est une émotion positive, ça n'empêche pas de pouvoir se poser des questions sur ce que ça veut dire une liesse populaire, qu'est-ce que ça veut dire en termes de valeurs partagées, de valeurs qui ne le sont pas. Et donc, c'est vraiment des choses qui doivent être discutées, mais qui doivent être discutées dans le meilleur endroit possible. Mais quand on parle de faits comme un attentat terroriste, des conflits religieux, des guerres, ce ne sont pas des émotions positives. On peut les transformer en quelque chose pour aider les jeunes à aller de l'avant, Carla Gillespie? Oui, tout à fait, mais ça, on peut toujours le transformer. C'est pour ça que nous, par exemple, dans ce qu'on fait avec Agile, et beaucoup d'ASBL travaillent comme ça, c'est de travailler avec le milieu artistique, en fait. C'est en fait comment transformer sa couleur, son émotion, son message en quelque chose de l'ordre de la création, de quelque chose, en fait, qui va servir à d'autres. Et donc, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, tout thème, à mon sens, peut être abordé, parce qu'à partir du moment où on prend la distance nécessaire et qu'en fait, on entend plutôt, parce que quand on peut parler de guerre sans forcément s'y connaître, par contre, parce qu'on peut parler véritablement de choses humaines. Qu'est-ce que c'est deux êtres humains qui sont dans un conflit et qui n'arrivent plus à s'entendre? Ça, c'est quelque chose de très basique. Et donc, après, il y a des faits historiques, il y a une connaissance à avoir, mais du coup, de cette chose-là qui est très concrète, c'est comment après on arrive à transformer ça pour en faire une création artistique, pour en faire un message qui peut être bon pour l'autre. Donc ça, il y a vraiment moyen de transformer ça. Ça peut... Et du coup, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'à un moment donné, le conflit ou la chose que je vis n'est plus quelque chose d'individuel, mais devient quelque chose d'universel. Et c'est là aussi où on atteint un esprit critique, c'est quand c'est plus une question
forcément de moi ce que je pense, mon avis, mais c'est là une question de qu'est-ce qui se passe autour de la table et quels sont tous les avis qui se joignent à cette thématique-là. Et comment dire, vous me disiez, quand on était en marge de ce débat, que quelque part, ça ne peut pas non plus se faire en 50 minutes. Non. Le temps d'une leçon n'est pas forcément suffisant. Alors quoi, pour parler de quelque chose comme un attentat à Bruxelles, un conflit peut-être assez éloigné de nous, mais dont certains sont très très proches humainement, il faut prévoir quoi? C'est 2 heures, 3 heures, 5 heures, une récurrence dans les semaines ou les mois? En fait, moi, j'irais encore plus loin. Moi, je dirais qu'il faudrait carrément réformer l'école, c'est-à-dire repenser le système éducationnel, parce qu'en fait, la raison pourquoi ce genre de choses arrive, c'est parce que dans l'école, la manière dont l'institution est pensée, malheureusement, ces espaces n'existent pas, ne sont pas suffisamment présents. Et d'ailleurs, on fait appel à des organisations de jeunesse comme nous pour pouvoir créer ces espaces-là. Et donc, du coup, c'est ça, moi, là, on pourra avoir un débat. J'avais demandé, Madame Prignon, il n'y a pas assez de place dans les écoles, dans les programmes aujourd'hui. On n'a pas pensé à un moment donné qu'il y aurait des événements qui allaient marquer les jeunes dans leur présent plutôt que les rois de France, que sais-je? Prévoir ce type d'attentat, non, ça c'est clair, et heureusement. Mais par contre, mettre en valeur des compétences, avec ce que vous mentionniez, notamment dans la créativité, que des intervenants extérieurs viennent en classe, peut toujours être organisé. Et ça, c'est vrai que ça permet aussi à l'élève de se retrouver dans un endroit où, quelque part, la parole peut être plus libre à ses yeux, si l'enseignant est présent ou pas. Donc ça facilite les choses. Alors, dans les contenus disciplinaires, si, parce qu'à un moment donné, un enseignant peut articuler l'événement à des contenus. Bon, je pense ici le conflit israélo-palestinien, le professeur de sciences humaines. Évidemment, il y a tout un contenu autour de l'accès aux ressources, l'accès à l'eau, et on peut évidemment partir de ces observations, en tout cas, si vous voulez, de ces différentes informations, pour aussi expliquer comment on peut en arriver à un conflit. Donc, si vous voulez, ce n'est pas tellement le moment même, l'action politique. On peut aussi se dire, tiens, dans l'histoire, quand il faut resituer cet événement, qu'est-ce qui a pu aussi être en amont? Et là, l'intervention disciplinaire est intéressante. Catherine Soudon, vous remarquez que c'est certains professeurs, certaines matières dans lesquelles on s'engouffre un peu plus pour évoquer des questions d'actualité? Peut-être, certainement. Donc en sciences humaines, comme l'a dit Pascal, il y a d'autres disciplines qui sont évidemment concernées. Peut-être une mention spéciale à l'éducation, à la philo, à la citoyenneté, qui est un référentiel, enfin avec des contenus, des attendus, qui amène justement les enseignants à faire ou refaire de l'école le lieu de la question, tout autant que le lieu de la réponse. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été souligné aussi par nos deux interlocutrices, c'est l'idée que finalement, plus que avoir des connaissances sur le phénomène qui est devant nous, c'est surtout apprendre à se poser des questions, apprendre à penser en fait. Et apprendre à penser collectivement, puisqu'en classe, c'est bien la richesse d'une classe, c'est que il y a 25 individualités qui ont chacune leur bagage, leurs pensées, etc. Et donc là, on est ensemble pour un temps déterminé. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps, sachant que on va s'ouvrir au point de vue différent de chacun. Laurent Deutsch, je voulais ajouter quelque chose. Oui, j'attends personnellement d'un enseignant, d'une enseignante, que ce soit quelqu'un qui puisse aussi sortir à un moment un peu des cases dans lesquelles on le met ou on la met. Et donc, j'ai le souvenir d'un de mes profs de maths qui pouvait venir à un moment, et même ça dure 5 ou 10 minutes en début de cours, et qui vient avec quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et voilà quelqu'un qui nous donne à penser que fondamentalement, réfléchir le monde, c'est pas une question de discipline, c'est pas une question de discipline scolaire, c'est une question d'humanité personnelle. Et ça, c'est un exemple qu'on n'oublie pas. Dans des conflits, et de manière générale dans l'actualité, surtout de ces dernières années, on a vu tous l'émergence des fake news et le poids qu'elles pouvaient avoir dans le processus de réflexion et quelque part de vivre ensemble d'une société. Que peut faire un adulte, enseignant, animateur, ne restons pas dans notre pur domaine, quand un jeune vient avec une fake news? Est-ce qu'on doit faire la déconstruction ou est-ce on doit à un moment donné dire ceci, cela est une fausse information? Qui a un avis précis là-dessus? Laurent Deutsch? Mais je pense qu'il faut, avec les élèves, déjà clairement faire la part des choses entre une opinion et un fait. Et ça, c'est une distinction qui est extrêmement importante de marquer. Et sur les opinions, alors on discute à la façon dont on discute des opinions. Et sur les faits,
on utilise ce qui est encore le consensus dans la société, qui est la démarche scientifique, et qui permet d'examiner si quelque chose est vrai ou n'est pas vrai. Et je ne vais pas faire ici de grandes questions de philosophie des sciences sur les probabilités, ces questions-là. On a quand même un référentiel et on peut alors se baser peut à un dessus. moment donné, comme adulte, dire ceci c'est une fake news, va te rhabiller ou c'est contre-productif? Dire à la personne qu'elle doit aller se rhabiller. On peut dire, tiens, ceci ne correspond pas à ce que la science dit, et dire que la science, c'est quand même quelque chose de drôlement robuste à l'heure qu'il est. Carla Gillespie, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, vous, avec des jeunes en animation, des fake news qui circulent et qui sont mis sur un pied d'égalité avec de vrais faits scientifiques ou de vrais faits avérés? Après, moi, j'ai toujours du mal avec ce côté fausse information, fake news, parce que pour moi, quand un jeune arrive avec une information, il y a deux manières de le voir. Soit il arrive avec une affirmation en disant, voilà, je sais que, voilà, ce qu'il raconte. Okay, il arrive avec une affirmation. Donc là, ma première démarche, ça va dire, ok, tu le sais, juste donne-moi tes preuves, parce que moi, pour que je le sache comme toi, j'ai besoin d'avoir les preuves. Et donc, c'est en allant chercher les preuves que là, on peut commencer à contourner la question et voir qu'à ce moment-là, peut-être que l'argument que tient le jeune n'est pas solide et lui-même, du coup, peut s'en apercevoir. Après, il y a des hypothèses. C'est-à-dire, tiens, moi, je pense que l'attentat, il est, par exemple, créé par Israël. Ok, ça, c'est une hypothèse. Moi, là-dessus, Carla, je n'ai pas une contre-hypothèse à proposer. Donc, en fait, c'est le fait de dire les hypothèses, toutes les hypothèses sont bonnes. La question maintenant, c'est de dire par rapport à ces hypothèses, à quel point je peux véritablement en construire une réflexion et je peux amener de l'information qui peut être en effet plausible, ou à quel point cette hypothèse ne tient pas la route et alors on la laisse tomber. Mais c'est-à-dire que pour moi, je trouve ça très important, et ça, c'est ce que je trouve des fois problématique dans des classes, c'est que quand certaines personnes arrivent avec des choses comme ça, des affirmations qu'on pourrait penser comme fausses, on les interdit tout de suite et on les empêche de parler. Alors que s'ils y pensent, et que si véritablement on le prend comme une sorte de possible vérité, mais qui mériterait justement d'être étayée et d'aller plus loin, alors de ce moment-là, c'est là qu'on se rend compte, est-ce qu'on a suffisamment d'informations, et donc du coup, on peut aller plus loin dans l'esprit critique. Pascal Prégnon, sur les fake news qui se relaient, qui circulent, et on imagine que les enseignants, ils sont parfois confrontés, soit dans des moments de parole, soit au cours de simples échanges avec leurs élèves. Alors c'est vrai que ce sont toutes des compétences effectivement qui sont dans le référentiel de EPC, mais d'autre part nous on est ravis de pouvoir le travailler transversalement parce que quand on mentionne tiens est-ce que l'information est correcte, la fiabilité elle peut être travaillée avec le professeur d'histoire, une erreur ou une incohérence dans un raisonnement peut être travaillée avec un professeur de mathématiques. Donc si vous voulez ces différentes compétences nécessaires pour décoder une fake news peuvent ou en tout cas font partie des savoir-faire de ces disciplines et par conséquent les enseignants peuvent les exercer, apprendre à les développer, parce que le but du jeu, c'est quand même que ce soit l'élève qui, au départ de son questionnement bien fondé, puisse progressivement trouver les réponses par lui-même. Et ça, c'est une des missions de l'école, puisqu'on dit bien les former à être des citoyens responsables. Et donc, c'est engager ce questionnement et puis leur donner les clés pour aller la rechercher. On a parlé d'information, mais comment aider un jeune à repérer une information qui est adéquate pour justement aller au-delà de la rumeur. Alors, je voudrais justement parler du rôle des médias dans des moments de crise, que ce soit un conflit armé, une crise sanitaire, un attentat. On l'a tous fait, on va continuer à le faire, je vous m'en parle, les éditions spéciales pendant des heures, etc. On est en pleine semaine de l'éducation aux médias. Est-ce que les médias, vu votre expérience, votre pratique avec des jeunes, est-ce qu'on fait ce qu'il faut ? Ou est-ce qu'on donne parfois plutôt autant d'éléments pour mal informer ou mésinformer? Soyez honnête, vous pouvez balancer. Quel est votre sentiment quand vous voyez ces éditions spéciales et quel est le retour que vous avez sur le terrain? Vous avez quand même un peu levé les yeux au ciel, Carla Gillespie, c'est parce que quoi? Vous avez déjà vu qu'on tapait complètement à côté? Vous pouvez dire, non, mais voilà, moi je me pose beaucoup de questions sur les médias parce que voilà, très souvent on parle de fake news et alors du coup on va aller vers tout ce qui est médias alternatifs alors que des fois il y a des fake news qui sont dans les médias officiels du coup moi je me méfie beaucoup et donc on va parler en effet de la pluralité des sources. Moi j'aime bien voir tout ce qui existe et j'aime pas me dire tiens on a un jour taxé ce média-là de complotiste alors je vais pas le voir. Moi au contraire je pousse les jeunes à aller voir tout ce qui existe parce que c'est que comme ça. Tout. Mais oui, parce que je pense que c'est important de savoir ce qui existe au sein de notre société. C'est dire que c'est très facile à un moment donné de pouvoir écarter certaines choses parce que ça nous dérange. Alors il y a des choses qui sont légitimes à un moment donné d'écarter. Mais le problème c'est que si à chaque fois nous en tant qu'autorité, parce qu'on est prof, parce qu'on est animateur, etc., on estime que ah non le jeune n'a pas à le savoir. Non, il doit savoir que ça existe, que c'est là. Mais par contre la question c'est comment on forme à l'esprit critique pour justement dire ok ça existe, c'est là. Mais comment moi dans mon esprit je vais percevoir la chose pour me dire qu'en fait il y a quelque chose
à re-questionner là-dedans, et en fait à laquelle peut-être je ne vais plus adhérer. Mais moi, je pousse à aller voir le plus de sources possibles. C'est essentiel. Laurent Deutsch, même état d'esprit ou... Oui, mais très, très rapidement, est-ce que les médias font ce qu'il faut? Il faut voir, est-ce que les médias font ce qu'ils peuvent? Je ne sais pas si vous avez des statistiques sur votre audience et l'audience de l'ensemble des médias. Un jeune me disait l'autre jour, moi je ne regarde même plus Google pour chercher une information, je regarde sur TikTok, il y a un moteur de recherche. Et donc... Et ça, c'est pas de l'info. Voilà. Il n'y a pas de traitement vérifié journalistique derrière. Bien. Est-ce qu'il y a des mots qui sont absolument, je vais dire, à éviter, parce qu'en tout cas, qui ne sont pas la bonne porte d'entrée? Là, ici, on a eu un attentat, c'est difficile de ne pas parler de terrorisme, mais est-ce que c'est la bonne façon de faire, ou est-ce qu'il vaut mieux passer par la bande, entre guillemets? Dites-nous. Oui. Mais je vous répondrai bien, mais en faisant un lien aussi avec la question précédente. Je vous ai sucré, hein, mais c'est parce qu'il me reste 3 minutes. Voilà. Non, c'est juste par rapport à tout ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que les collègues ont dit. J'ajouterais que ce qui est très important, c'est de prendre attention, d'être attentif au format médiatique que les jeunes eux-mêmes consomment, et donc de connaître les usages des jeunes. Et il y a une enquête, donc Génération 2020, qui a été menée il y a quelques années, une nouvelle enquête qui va sortir, Génération 2024, ici au mois de juin. Et ça permet aussi aux adultes de se dire, OK, il y a, au niveau des formats médiatiques, 64% des jeunes qui disent s'informer par la vidéo. Voilà, ça veut dire quelque chose. 30% par des textes écrits en ligne et 3% par du son et de la radio. Donc en fait, connaître les pratiques médiatiques des jeunes, c'est aussi pouvoir les aborder et les déconstruire avec eux. Donc j'avais juste envie d'être... Et par rapport aux mots utilisés, voilà, les mots utilisés sont... Enfin, d'autres mots sont utilisés dans d'autres supports médiatiques, et donc l'intérêt d'une variété aussi d'approches. Il nous reste 2 minutes et je vais vous demander simplement de conclure cette discussion en donnant un conseil à des adultes qui voudraient échanger avec des jeunes sur des questions sensibles telles que le terrorisme, les conflits religieux. Vous avez le temps d'un jingle pour trouver. Catherine Soudon, quel conseil vous donneriez, vous, comme représentante du CESEM, le Conseil supérieur pour l'éducation aux médias, à des adultes qui veulent ou sont simplement amenés, ils ne l'ont pas souhaité peut-être, mais à discuter avec des jeunes, par exemple des attentats de Bruxelles, par exemple du conflit au Moyen-Orient? Je leur conseillerais d'écouter, enfin d'être le plus possible évidemment à l'écoute du jeune. Ça veut dire aussi des jeunes, ça veut dire aussi d'être dans une optique, et ils le sont d'ailleurs, la plupart des enseignants le sont, enfin, la grosse majorité d'enseignants le sont, c'est d'être dans une optique de dire qu'on va accompagner ce jeune, et c'est une forte charge, de lui apprendre à penser et de davantage lui faire réfléchir avec lui aux raisons à pourquoi il s'est passé quelque chose, donner les raisons plutôt qu'essayer d'avoir raison. Laurent Deutsch, la même question pour vous. Quel conseil? Je pense que c'est important d'avoir une boussole en tête. On est dans une période où des questions un peu altruistes, la question des droits humains est en train de perdre leur hégémonie culturelle au profit de quelque chose qui est très individualiste. Et donc tous ces événements qui arrivent doivent nous amener à aider les gens à réfléchir, mais à réfléchir en ayant cette boussole-là, sinon on va être perdu à jamais. Carla Gillespie, conseil pour les adultes qui feraient ce que vous faites professionnellement, c'est-à-dire parler de questions sensibles avec les jeunes? Je rejoins du coup ce qui a été dit, la question de l'écoute, et surtout en fait de ne pas avoir peur. Il y a souvent justement cette question de dire le sujet va déborder, je ne vais pas savoir quoi dire, mais de ne pas avoir peur. Déjà, rien qu'offrir un espace d'écoute à un jeune, ça va lui permettre lui-même de s'écouter, et alors à ce moment-là, juste de poser 2-3 questions, ça va lui permettre déjà de calmer ce qui se passe à l'intérieur et de pouvoir prendre ça avec un peu plus de distance. Donc vraiment de ne pas avoir peur, on n'a pas besoin de connaître le sujet, on a juste besoin de connaître comment vit un être humain face à une situation comme ça et d'être à son écoute. Pascal Prignon, conseil peut-être pour ce que vous mettez en place, vous, au CEGEC, pour les enseignants? Difficile, quand on est la dernière. Parce que j'étais pour le questionnement, c'est vrai, oser. Mais je trouve qu'à travers le questionnement et l'écoute du jeune, c'est de montrer aussi tout ce que l'on met en place, ça donne du sens à des apprentissages. Et ça, je pense que l'élève, au départ de ce questionnement, de se dire, finalement, j'étudie des choses, mais dans un objectif qui va m'aider pour la suite. Voilà, et les enseignants ne sont pas seuls, ils peuvent s'adresser à leur direction, à des services comme le CESEM et les questions vives qui se trouvent en ligne. Merci à tous les 4 d'être venus échanger sur cette question. On se retrouvera après les prochains congés. On aura, comme chaque semaine, beaucoup de questions et beaucoup d'invités pour y répondre.